Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois, osons la guérison. Nous sommes dans un paysage enchanteur avec Marie de Henzel. Marie de Henzel, ai-je besoin de vous la présenter? Peut-être un peu, psychologue clinicienne de renom, écrivaine, femme merveilleuse, lumineuse, comme vous pouvez le constater. Merci Marie d'être avec nous. Merci Soraya. Alors j'ai découvert, d'abord merci pour maintenant, mais merci pour il y a 10 ans, pour il y a 20 ans, pour il y a 25 ans. Marie de Henzel fait partie des auteurs que j'ai le plus cités quand j'étais formatrice dans les écoles d'infirmières. Ah oui. Parce que je donnais des cours à l'époque sur les soins palliatifs. Et donc, pour moi, je ne pensais pas qu'un jour, je serais assise sur le même canapé jaune ocre de Provence que Marie de Henzel. Ben, je vous citais tout le temps. Parce qu'il y avait une d'abord, dans vos livres, il y avait une vraie clinique, une vraie présence, un vrai partage. Et les élèves me disaient, oui, mais les psychologues, je vais essayer de lire d'abord. Souvent, je donnais des extraits. Et ils disaient, ah, mais oui, c'est facile à lire parce que elle nous parle. Elle nous parle, elle nous raconte. Et ça, c'était génial parce que ça me permettait d'introduire la psychologie, je vais dire de haut vol, mais voilà, des personnes qui n'avaient jamais lu, jamais entendu. Et c'est vrai que vous avez toujours à cœur, et c'est ce que je retrouve dans beaucoup de vos livres, la clinique, la présence de l'autre. Et c'est vrai que ça m'a été reproché par mon chef de service en soins palliatifs quand j'étais dans l'unité, la première unité qui s'est créée en 87. Il m'avait dit, mais Marie, vous ne parlez pas, vous ne parlez jargon psy. J'ai dit non, et je continuerai à parler comme tout le monde parce que je m'adresse à des soignants, à des familles, à des mourants, et je parlerai comme tout le monde. Je connais le jargon, je peux l'utiliser, mais je ne le ferai pas. Il n'était pas content. Je suis ravie. Bon. Je suis ravie que vous ayez résisté. Et tous mes livres, effectivement, sont écrits dans une... Je veux dire, tout le monde peut les lire. Hein, et je sais qu'ils sont dans les écoles d'infirmières parce que j'ai une nièce infirmière qui me dit que quasiment tous mes livres y sont. Oui, mais c'est vrai. Oui. Voilà, donc j'ai fait ce choix de parler une langue que tout le monde comprend. Et les livres y étaient, mais ils y sont toujours. Parce que vous avez touché quelque chose d'intemporel. Et la lecture est toujours, la clinique est toujours le fait d'être allé au cœur de l'humain comme vous y avez été et comme vous y êtes toujours, avec des sujets qui se découvrent au fur et à mesure de votre avancée. Mais c'est intemporel. J'ai réouvert des livres d'il y a plus de 20 ans, mais ils n'ont pas vieilli. Parce que finalement, la mort, la vie, la naissance à l'au-delà n'a pas vieilli non plus. La mort intime qui est sortie, en fait, on va fêter les 30 ans en septembre. Oui, il se vend toujours en poche. Il est d'actualité. Parce que toutes les histoires que je raconte, voilà, comme vous dites, c'est intemporel. Oui. Je recommande encore vos livres maintenant. Alors parfois, je ne fâche plus de chef de service puisque maintenant je suis en libéral. Mais il m'arrive de fâcher des gens qui me disent « mais quand même, vous me reparlez de sujets qui gênent ». Et finalement, c'est quelque chose qui malheureusement n'a pas vieilli. Ça, j'aurais aimé que ça prenne une ride pour le coup. C'est que finalement, parler de la mort, ça vient quand même encore parfois déranger. Oui, ça reste tabou, ça reste... Alors on parle bien sûr des morts très très lointaines, on parle de Gaza, l'Ukraine, quand c'est loin. Mais la mort qu'on vit dans les familles, les gens n'en parlent pas. Ils sont seuls avec ce qu'ils vivent. Même dans les familles, on n'aborde pas le sujet. C'est vraiment quelque chose qui reste très très tabou. Hein. Vous avez tout à fait raison. Et là, on sent que ça dérange, c'est un sujet qui dérange. Les personnes en deuil, d'ailleurs, vivent très difficilement ce silence, cette difficulté à aborder le sujet. Voire même qui peuvent être agressées. Moi, même dans mes amis, une dame qui est veuve. Et bien, parfois, quand elle sait qui dit c'est la veuve, mais avec presque une suspicion, alors qu'elle porte déjà le deuil, ça a été difficile, mais comme si la mort, c'était comme si elle avait provoqué la mort, j'allais dire, comme si la mort restait une non-bienvenue chez nous. Oui,
Oui, alors que c'est notre destin à tous. Et nous oublions. Et que nous l'oublions. Et qu'en fait, alors, moi j'aborde vraiment la question systématiquement dans tout ce que je fais actuellement, c'est-à-dire les séminaires sur l'art de vieillir, les groupes de parole dans les résidences-services pour personnes âgées autonomes qui ont entre 80 et 100 ans. Je propose le sujet, les gens sont un peu surpris, mais je leur dis, vous verrez, quand on en aura parlé pendant 1h30, vous vous sentirez mieux. Eh bien, ils me disent, c'est vrai, on se sent mieux, on se sent apaisé, soulagé, on a pu parler de choses dont on n'ose pas parler, et surtout, et puis là, on a parlé ensemble, on a parlé de nos peurs, on a parlé de nos désirs, on a parlé de... Voilà, c'est, je trouve, mettre des mots sur cette question. Mais qui est toujours là. Voilà. Moi, je pense que c'est ce que j'ai encore à faire. Et, bon, et c'est vrai que bon, c'est... Malheureusement, bon, je pense que nous... En fait, finalement, c'est très lié à notre difficulté à parler de la spiritualité aussi. Parce que finalement, devant la mort, c'est quand même la question du sens de la vie, la question des valeurs qui se posent. Et que là, c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile aussi dans la société. Hein. Ah, nous sommes tout à fait d'accord. Non, donc, je pense que c'est lié. Au fond, tout ce qui concerne notre réflexion intérieure par rapport à notre mission sur Terre, ce que nous avons à faire, c'est surtout ça, hein, finalement. En face de la mort, on se dit pourquoi je suis là, quelle est ma tâche sur Terre, et ça, cette question-là, elle n'est pas simple. Moi, je suis très heureuse parce que finalement, il y a peu de psy qui allient le psy et le spi. Et avec Marie de Hendel, vous l'aurez compris, j'entends plus cette dualité. Et ça m'a fait sourire en relisant Vivre avec l'invisible, que je vous recommande avec tous les autres livres de Marie de Hendel. J'ai retrouvé ce fil où psy et spi, finalement, il n'y a plus cette dichotomie. Il y a une alliance sacrée, j'allais dire. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez vu évoluer dans votre chemin de vie? De fêter les 30 ans, c'est aussi fêter vos 30 ans, de se retourner en arrière. Et aussi, oui, mais j'ai commencé bien avant les 30 ans, la réflexion quand même sur... Parce que, bon, j'ai fait une analyse jungienne. Oui. Donc, j'ai pas choisi Freud, j'ai choisi Jung. Parce que, justement, il y a une dimension spirituelle chez Jung. Donc... Et je sens bien que je reste très jungienne, très à l'écoute des rêves aussi, de cette voix intérieure aussi que l'on a, hein, qui nous dit, qui nous guide. Donc tout cela, j'ai découvert ça dans les années, je dirais entre 20 et 30 ans. J'avais entre 20 et 30 ans, petit à petit. Et c'est vrai que lorsque j'étais étudiante en psychologie clinique à Paris, et qu'on me demandait si j'étais en analyse, tout le monde était en analyse, avec un lacanien, je disais oui, mais avec un jungien, et là j'étais considérée comme une ringarde. Tout à fait. J'ai beaucoup souffert de cette... on m'a mis de côté parce que je n'étais pas freudienne, lacanienne, et que j'ai jamais regretté. J'ai regretté d'avoir choisi Jung. Et moi, j'honore votre différence, à tel point que je vous remercie de partager vos rêves dans vos livres. Et j'avoue que le rêve où vous êtes sous l'eau et vous savez respirer m'a beaucoup touchée. Oui. À tel point que tout à l'heure, j'étais donc chez Michel et Jeannette. Et Michel, il a la bibliographie de Fabre d'Olivet. Et Fabre d'Olivet nous explique que il y a les mémoires des lieux et peut-être il y a les mémoires d'autres temps. Et cette respiration sous l'eau, je me suis demandé d'où vous la rameniez. Tellement, parfois, j'ai l'impression que vos livres nous amènent loin. Loin dans le monde avec les oiseaux, avec le monde où il n'y a plus de dualité, ni entre spi et psy, mais plus de dualité entre nous et la nature, mais plus de dualité dans le temps,
Entre le temps où peut-être un jour vous avez su respirer sous l'eau. Peut-être. Ça reste mystérieux. C'est comment pour vous ce mystère d'avant et d'après? Mais c'est un mystère. Moi, je sais, oui. Et en fait, ça me va que ce soit un mystère, finalement. Je pense que dans ce livre, d'ailleurs, Vivre avec l'invisible, il y a un chapitre dans lequel je dis que je ne cherche pas à expliquer les choses qui arrivent. Et ce lieu dans lequel nous sommes ici, c'est un lieu chamanique. C'est un lieu dans lequel l'invisible se manifeste. Peut-être parce que la nature est très forte et très épaisse et que voilà. Et moi je pense que quand on a un lien avec l'invisible, on le constate, il faut en prendre acte. Je n'essaye pas d'expliquer ce que c'est. Je pense que c'est une voie sans issue, finalement. Les scientifiques essayent, continuent à essayer d'expliquer. Bon, ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir pourquoi. Mais vous accueillez le message. Voilà, ce que je trouve intéressant, c'est de constater qu'on a un lien, que l'invisible nous répond. Ici, c'est extraordinaire, les réponses. J'en ai raconté quelques-unes dans ce livre. Mais je veux dire, on pense à quelque chose, et puis il y a une synchronicité, un signe, quelque chose qui apparaît, quelque chose qui fait sens et qui permet de progresser dans le... En tout cas, l'invisible, on est encadré l'invisible, c'est pas moi qui le dis, c'est Rilke qui le disait. Ça, je le sens ici, très fort, on est encadré. Et que l'important, c'est d'être à l'écoute, c'est d'accueillir, effectivement. Vous le citez de nombreuses fois, cet encadrement de l'invisible. Oui. Et du coup, je pensais à Mikhail Omram-Ivanov qui disait « Offrez n'importe quel banquier à un cadavre, il n'en profitera pas ». Et donc, je me disais, nous sommes encadrés d'invisible, mais nous sommes aussi portés par l'invisible. C'est-à-dire que sans cet invisible en nous, est-ce que donc cet encadrement, c'est un encadrement, j'allais dire, jusqu'au plus profond de soi, quand vous parlez d'encadrement, où il y a une notion d'extérieur? Oui, on est encadré. Enfin, bien sûr, il y a, je dirais, le soi de Jung, qui est l'unité intérieure, bien sûr, on le voit pas. Il se manifeste dans les rêves, il se manifeste dans par exemple, des expériences tout à fait... je ne sais pas si vous connaissez Jean-Philippe de Tonac. Non. Qui est à Uzès, près d'ici. J'ai déjeuné avec lui il y a quelques jours. Et Jean-Philippe, c'est pas un secret puisqu'il l'a écrit dans son dernier livre, La guérison minérale, a appris à la fin de l'écriture de son livre qu'il était atteint de la maladie de Charcot. D'accord. La maladie dont tout le monde a peur parce qu'elle paralyse. Tout à fait. Et quand nous avons déjeuné, il avait déjà des grandes difficultés à couper sa quiche. Ses mains sont déjà atteintes. Eh bien, il me disait que il vit des expériences, alors que son corps est là, des expériences de joie totalement incompréhensibles. Alors, il dit qu'il a toujours été un peu fasciné par la mort, par l'au-delà, mais que, alors même qu'il est atteint dans son corps, là, il vit des moments de joie qu'il n'avait jamais vécu avant. C'est quand même très mystérieux, ça. Très. Alors ça vient évidemment de cette part de nous. De cette part de nous, voilà, de nous qui est tout au fond de nous et qui peut-être... alors, Bertrand Vergely, que vous avez interviewé, nous parlions justement de la maladie de Charcot et il me disait, tu sais Marie, je pense que cette maladie oblige ceux qui en sont atteints à lâcher prise parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur corps, c'est fini. Je veux dire, petit à petit, le corps va perdre toute sa maîtrise, son contrôle, donc il n'y a qu'une issue, c'est de lâcher prise. C'est la seule chose qui est possible et c'est la chose la plus difficile pour chacun d'entre nous, lâcher prise. Parce que il me dit, mais sais-tu que c'est ce que tous les mystiques cherchent, le lâcher prise. Ils n'y arrivent pas
parce qu'ils ont des corps comme nous, en bonne santé, contrôle. Tandis que cette maladie qui atteint les muscles, on garde toute sa tête, hein, mais les muscles, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus contrôler, maîtriser. On est obligé de lâcher prise. Et c'est une expérience mystique très forte qui est voilà, que beaucoup, et moi j'ai été témoin dans ces années où j'accompagnais les mourants, j'ai été témoin de ça. D'ailleurs, dans mon dernier livre, le dictionnaire amoureux de la solitude, j'ai une entrée sur la sclérose latérale amyotrophique, c'est-à-dire la maladie de Charcot, et je raconte plusieurs histoires justement de lâcher prise. Voilà, ça je crois que là on sent bien qu'il y a une dimension de la personne qui nous échappe en fait, qu'on frôle à certains moments. Hein. Mais il y a des situations comme celle-là dans lesquelles je pense qu'on touche de très très près vraiment le fond de l'être. Vous me rappelez quand je regarde vos yeux et ce que vous êtes en train de, et ce que j'écoute ce que vous êtes en train de dire, à l'entretien que vous avez avec Sœur Emmanuelle, finalement cette femme qui vient nous parler d'amour, même quand elle a 100 ans, il me semble, quand vous l'interviewez, et elle a une force, une vitalité, une présence d'amour où effectivement elle ne fait plus. Il y a plein de choses qu'elle ne va pas faire, mais son état d'être rayonne et elle est enseignante, j'allais dire. Le fond de l'être et amour. Moi, je crois que c'est quelque chose que je peux dire parce que comme j'ai, en 10 ans quand même accompagné, été proche de celui qui rend son dernier souffle, peut-être 100, 200 fois, je ne sais pas, très proche. Enfin, beaucoup de personnes. Ce que j'ai observé, c'est que les dernières, quand les personnes sont conscientes, elles ne le sont pas toujours, hein, et quand elles sont conscientes, les derniers mots, les derniers regards, sont des regards, des mots et des gestes d'amour. Comme si c'était, au tout dernier moment, c'est l'amour qui prime. Ça, je l'ai observé. Ça me rappelle, en lisant vos livres, forcément, je me rappelle plein de patients que j'ai accompagnés. Et combien de fois j'ai même eu des patients qui m'ont dit « Ça y est, Soraya, ça y est, je suis prêt. Enfin, je suis prêt à vivre parce que maintenant, j'ai touché quelque chose de l'amour et je suis prêt à oser le dire, à en parler. Des gens qui n'avaient jamais osé parler à leurs enfants. Ou même alors, moi j'ai un monsieur qui m'a dit un jour « il faut que tu sois là demain dans la chambre quand je parle à ma femme. » Et moi, je pensais qu'il allait lui annoncer effectivement qu'il rentrait en soins palliatifs. Et en fait, il l'a demandé en mariage. Mais moi, je croyais qu'ils étaient mariés puisque j'ai toujours vu ensemble. Et là, je me suis fait toute petite, elle a fondu en larmes. Et elle lui a dit, je veux pas que tu m'épouses pour les papiers. Il a dit, non, je t'épouse parce que je peux vraiment te dire maintenant que je t'aime. Et c'était, mais... Et quand je suis sortie de la chambre, je devais un peu pleurer. Et tout le personnel soignant m'est tombé dessus en disant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je fais, il va vous raconter parce que là, moi, je peux plus. Mais une dose, une vague d'amour, un élan d'amour. Quelqu'un qui, finalement, qui s'était empêché d'aimer. Est-ce que finalement, dans la vie, nous nous empêchons d'aimer? Sûrement. Sûrement. C'est Stéphane Hessel, à un moment que vous citez, qui disait, peut-être pour être vraiment vivant, il faut avoir frôlé la mort ou touché, ou il dit quelque chose comme ça, il me semble. Oui, je pense que chaque fois chaque fois qu'on frôle la mort, je pense qu'on prend conscience à ce moment-là de ce qui est vraiment important. C'est vrai. Mais est-ce qu'on s'empêche d'aimer? Je crois que bon, c'est un chemin difficile, hein, le chemin de l'amour aussi. Hein. C'est un chemin. J'en parle aussi beaucoup dans le dictionnaire amoureux de la solitude, parce que justement, la solitude est un chemin qui permet d'aimer vraiment. Parce que si on est bien avec soi-même, un bon compagnon pour soi-même, un bon ami pour soi-même, eh bien, on va respecter beaucoup plus l'autre dans l'amour. Donc, la solitude qui oblige je dirais, à aller vers son intériorité, à être
à compagnonner avec soi-même fait que l'on va être beaucoup plus disponible finalement et beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus dans le respect de l'autre. J'aime beaucoup cette phrase de Rilke qui dit, quand il parle justement de l'amour et de la solitude, il parle de deux, dans un couple par exemple, deux solitudes se protégeant, se complétant, se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. Superbe phrase. Ah ouais, je ne connaissais pas. Superbe phrase de Rilke sur la solitude et l'amour, justement. Donc, alors, à l'inverse, vous pouvez vous dire que les gens qui n'arrêtent pas de combler le vide intérieur avec 1000 choses, et Dieu sait qu'il y en a, hein, de toutes sortes, hein, des distractions, eh bien, ça n'aide pas à aimer, en fait. Et l'autre, on lui demande, au fond, souvent de venir combler un vide, combler un manque. C'est pas vraiment de l'amour, finalement. Voilà, donc, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend aussi, et que la vie est là pour ça. Je suis sûre que les épreuves participent à cet apprentissage, évidemment. C'est peut-être même qu'on peut se dire que toute la vie est une école pour essayer d'apprendre à aimer. Il y a aimer l'autre, et vous avez parlé aussi d'être un bon compagnon pour soi. Oui. Vous en êtes où, Marie? J'en suis où? Comment? Moi, je ne sais pas trop où j'en suis, moi. Pour compagnonner avec vous, parce que... Ah, pour compagnonner avec moi. Alors, c'est vrai que l'écriture de ce livre, ce dernier livre, m'a beaucoup apporté, beaucoup plus que j'imaginais. Le fait de côtoyer ce sujet était là en moi. J'ai beaucoup, oui, ça m'a fait beaucoup travailler sur ce thème. Oui, je pense que je suis une bonne compagne pour moi-même. Oui. C'était un peu ma question tout à l'heure. Voilà, c'était un peu ma question tout à l'heure quand je disais quand vous vous retournez, c'est aussi la chance que vous avez, c'est d'avoir commencé tôt, de vous être posé des questions et de voir le cheminement. Et ce cheminement, c'est un cheminement. Parce que parfois il y a des personnes qui me disent mais à quoi ça sert de commencer un chemin spirituel? Alors déjà, je ne sais pas si ça se choisit. Parfois la vie nous invite plusieurs fois avec force, mais il y a aussi voilà, vous pouvez aussi témoigner de cette continuité. Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous rencontrer et d'apprendre à aimer, de rencontrer l'autre? C'est vrai qu'ayant fait une analyse aussi, étant à l'écoute de mes rêves, je suis quand même à l'écoute de moi-même, hein, déjà. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris sur l'humain aussi, ma propre humanité, mais l'humanité de l'autre, les personnes que j'avais en thérapie, mais aussi les personnes que je rencontrais à l'hôpital. Donc, oui. Et l'humain, moi, j'ai quand même, ça m'a fasciné, quand même, cette capacité de l'être humain malgré vraiment les difficultés de la vie, les épreuves de la vie, qui sont pour certains terribles, hein, eh bien, cette capacité que l'être humain a de traverser, de rebondir, enfin ce qu'on appelle la résilience, mais ça m'a fasciné. Ah oui. C'est fascinant, on se dit mais comment les gens font? Alors bien sûr, tout le monde n'y arrive pas, il y a des gens qui s'effondrent, il y a des gens qui... Alors on peut dire, c'est une question qui m'a souvent été posée, mais alors quel est ces gens qui s'effondrent, qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à traverser une épreuve. Bon. Et c'est je me souviens que c'est Bertrand qui, dans notre livre Une vie pour se mettre au monde, me disait qu'au fond, finalement, quand les échecs sont aussi des réussites, dans le sens que on peut rater quelque chose, on peut ne pas arriver à traverser quelque chose, on peut se suicider, une question que je connais bien aussi, ayant été touchée dans ma famille. Eh bien, tout cela va faire que
mais on va transformer les autres. En fait, en vivant, nous transformons les autres. Donc même si on a un tout petit temps de vie où on va s'effondrer peut-être, eh bien ce temps-là aura transformé quelqu'un. Et dans ce sens-là, il y a du sens. On contribue les uns aux autres, enfin à l'évolution des uns des autres. Hein. Alors, plus que nous n'en avons conscience. Beaucoup plus. Et moi je dirais que même quelqu'un qui... J'ai pu dire ça des amis qui avaient un fils s'était suicidé par exemple, qui peut-être une épreuve terrible. Et on se dit, mais ce jeune, il n'a pas... Eh bien, ce suicide-là, il va faire évoluer la mère et le père et les grands-parents et les frères et sœurs. Tout le monde va évoluer. Ah, moi, c'est ça. J'ai travaillé, un de mes premiers postes, ça a été en maternité, j'ai travaillé dans le deuil périnatal. Oui. Et pendant des années, j'étais parfois très en colère quand un bébé mourait, dont un en particulier, dont je me souviens très bien, parce qu'il est mort le jour avant la date de délivrance. Et je me souviens être rentrée très en colère, vraiment très en colère, et heureusement j'étais en analyse, mais vraiment heureusement. Parce qu'un jour, béni soit-il, plusieurs mois après, je me suis rendu compte que j'ai accueilli un petit garçon qui est mort dans des conditions assez similaires, et j'ai compris qu'il avait vécu sa vie entière, et qu'il avait mis au travail ses parents, et qu'il y avait une transformation, et moi-même il m'a mis au travail. Et ça m'a fait d'autant plus sourire qu'à partir du moment où j'ai pu accueillir autrement en sentant que la vie était complète, j'ai été mutée. Et je me suis dit, bon bah là, ça, allez. Mais c'est pas si facile. C'est pas... Ah bah non. Voilà. De toute façon, la vie n'est pas facile, ça. C'est sûr. Ça fait plusieurs fois qu'une abeille est passée. Oui. Et je ne peux pas m'empêcher, parce que vous l'avez cité plusieurs fois, justement, un des textes de Rainer Maria Rilke. Ah, les abeilles. Oh là là, il est magnifique L'invisible. Nous sommes des abeilles, oui. Qui tissons l'invisible. J'ai la sensation, quand vous parlez du rôle de chacun, où nous avons si peu confiance aussi, j'allais dire, confiance et conscience de ce maillage qui existe entre les êtres. Oui. Donc c'est ça que vous découvrez de plus en plus? Ah bah, moi je pense que oui, on est tous très, très interconnectés. Mais voilà, je pense qu'on le découvre au fur et à mesure qu'on avance. C'est pas... Ça c'est sûr, c'est... Christiane Singer, dont j'étais proche aussi, elle ne disait que ça à la fin. Nous sommes tous les uns dans les autres. Ça, je trouvais ça extraordinaire. On s'imagine que on n'est pas seulement en lien avec quelqu'un, mais pas du tout. On est tous les uns dans les autres. On est tous interconnectés. Et cette femme qui découvre ça, alors que bon, elle a que quelques jours, quelques semaines à vivre, et qui a beaucoup travaillé sur elle, il y a encore une découverte au seuil de la mort. Et c'est pour ça que moi je me dis, de toute façon, c'est pas pour rien que j'ai parlé de l'aventure de vieillir, c'est parce que je pense que c'est une aventure d'avancer en âge et qu'on va découvrir, et qu'il faut avoir l'esprit de découverte, l'ouverture au nouveau. Émerveillement, découverte. On apprend quelque chose, mais tous les jours. Tous les jours. Ouais. Donc une aventurière. Oui, une aventurière. Je pense à Alexandra Davinil qui met des pantalons et part au Tibet, mais j'entends que la découverte de l'intime et de son intime et de son grandissement, c'est aussi une aventure de tous les jours. Oui. Alors, est-ce que avoir cet esprit d'aventure. Oui. Donc j'entends l'esprit d'aventure. Qu'est-ce que je peux mettre dans mon sac à dos comme conseil pour partir à l'aventure avec plus de sérénité, plus de douceur? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Déjà, je pense qu'il faut emporter avec soi ce à quoi on tient vraiment. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a à prendre soin de soi. Donc il y a je pense que
être un bon compagnon pour soi-même, c'est aussi savoir quels sont ses besoins, en avoir conscience, savoir, et ils ne sont pas du tout les mêmes pour les uns et pour les autres aussi. Savoir quelles sont les joies de la vie. Hein, on n'a pas tous les mêmes. Hein, qu'est-ce qui me donne de la joie? Bon, se dire que tous les jours, il faut donner de l'énergie à ce qui donne de la joie. Je pense que c'est important aussi d'avoir dans son sac à dos moi je travaille là-dessus, ce que j'appelle le lieu sûr, un lieu de sûreté que l'on a vécu, c'est un moment qu'on a vécu dans la vie, dans lequel on s'est senti parfaitement bien, parfaitement en sécurité. On a tous ça. Ça peut appartenir au passé, lié à une personne, ça peut être dans le présent, et d'avoir ce lieu présent en soi. Et on sait que vous le savez, puisque vous êtes psychologue aussi, que la peau a une mémoire, et que nous avons donc, je dirais, toutes ces sensations que nous avons eues à un moment donné où nous étions sentis parfaitement en sécurité, sont inscrites en nous. Donc ça, il faut l'emporter avec soi. Voilà. Donc la joie, la sécurité, hein, et puis y aller avec confiance, parce que de toute façon, c'est une inconnue. Hein. Demain est une inconnue. Et donc vous l'écrivez en un mot ou en deux mots? L'inconnu, en un mot ou en deux mots? En un mot, inconnu. Il y a plusieurs philosophes qui nous proposent l'un avec un grand U, l'inconnu. Finalement, l'inconnu, ça serait aussi la plongée dans l'inconnu. Ah oui, oui, c'est vrai. Ben, vous m'apprenez quelque chose. Avec joie. Non, parce que je n'avais pas vu. Oui, mais voilà. De toute façon, j'aime bien cette phrase d'une dame de 90 ans dans un colloque justement sur le vieillir, qui avait dit: mais vieillir, c'est une inconnue. Tout se délite et en même temps s'ouvre un espace de grâce. C'est tout dit. C'est vrai que tout se délite, mais l'espace de grâce. Voilà. En tout cas, je tiens à vous dire que je souris puisque je savais que j'allais vous rencontrer. Et je reçois une jeune fille belle comme un cœur, qui a 30 ans et qui me dit: oui, mais tu comprends, alors j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et puis elle me dit: oui, mais tu comprends, pour séduire. Et je lui dis: mais est-ce que tu es quand même au courant que tu vas séduire avec le corps comme il est là, mais tu veux vieillir? Alors elle me dit: bah, comment ça vieillir? Je dis: je sais pas, tu as prévu de mourir jeune ou plutôt âgé? Elle me dit: bah, âgé. Alors je lui dis: mais tu sais, ton corps il va changer. Et j'ai vu, mais une prise de conscience dans ses yeux. Déjà, elle n'était pas très agréablement surprise par et elle me dit: ah, dit comme ça fait pas rêver. Je lui ai dit: mais je sais plus quel philosophe disait vieillir, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas mourir jeune. Oui. Et je lui disais: mais qu'est-ce que tu veux vraiment partager avec cet homme que tu veux rencontrer? Je lui ai dit: mais qu'est-ce que tu portes? Et là, elle me dit: je suis sympa. Et je lui ai dit: mais ça par contre, ça vieillira pas. Ça peut que grandir. Et elle me dit: mais comment je le mets ça sur les sites de rencontres? Alors je dis: ça, écoute, ça je sais pas, mais je me dis qu'il y a quand même une part de ça qui va rayonner et qui va ne pas vieillir. Il y a un livre où le titre était très clair, vous disiez: le cœur empêche nos corps de rouiller. Non, la chaleur du cœur empêche nos cœurs de rouiller. En plus, je cite mal. La chaleur du cœur. Oui. La chaleur du cœur. J'ai trouvé que c'était sublime. C'est un refrain que chantent les centenaires de l'île d'Okinawa au Japon. Donc, il faut dire que ces centenaires sont des centenaires qui sont en forme, qui font que petite communauté. Ils vivent par petite communauté de 8, qu'on appelle des moai. Ils font beaucoup de choses ensemble. Ils chantent ensemble tous les matins. Ils chantent ce refrain. La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Voilà. Donc c'est intéressant de voir, parce que le monde entier s'est penché sur ces centenaires de l'île d'Okinawa, parce qu'on sait que c'est pas génétique. Quelqu'un d'Okinawa qui va aux États-Unis, il ne vient pas vivre centenaire. Donc c'est le mode de vie. Un mode de vie dans lequel effectivement ils vont faire ensemble des choses qu'ils peuvent faire et qui leur chanter. On peut chanter jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Ils peuvent évidemment pas courir et faire mais ils font ensemble ce qu'ils peuvent faire. Ils sont solidaires
Ils ont un contrat de non-abandon entre eux. Ah d'accord, Oui. ça j'avais pas compris. Ils se soutiennent, même financièrement. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si un des 8 est en difficulté financière, ne peut plus se soigner ou ça, les autres vont contribuer. Donc il y a beaucoup de sécurité. J'entends aussi là. La sécurité, parce qu'il y a la solidarité, justement, il y a ce souci des autres. Et puis, ce sont des... Voilà, ils méditent ensemble. Il y a des tas de choses qu'ils peuvent faire ensemble. Ils marchent, bien sûr, ils marchent, ils font du tai chi ensemble. Voilà, donc, quand je me suis intéressée justement à ce que les personnes très âgées faisaient, que je rencontrais, on a cité Sœur Emmanuelle et Stéphane Hessel, qui sont arrivés dans un grand âge en étant lumineux, radieux. Et justement, à Okinawa, on dit des centenaires que ce sont des trésors et des porte-bonheur. Chez nous, on pourrait faire... on a du chemin à faire pour considérer nos âgés comme des porte-bonheur et des trésors. Mais voilà, Mais moi, j'appartiens à une génération qui a envie de changer l'image du vieillissement, qui a envie de montrer justement que l'on peut, les choses changent bien sûr, mais qu'on peut vivre des moments de grâce, que l'on peut vivre des choses ensemble, gens de la même génération qui se soutiennent. Et c'est très important ça dans ma réflexion sur la solidarité, parce que j'ai malheureusement observé ces dernières années dans les résidences où je vais que la solidarité intergénérationnelle, elle s'effrite. Tout à fait. Les enfants sont moins présents, beaucoup moins présents. Les personnes peuvent rester souvent des semaines sans une visite. Et que, comme cette solidarité s'effrite, il faut absolument développer la solidarité intragénérationnelle, de personnes de la même génération, qui vont apprendre à se connaître aussi. C'est important, parler de soi, parce que c'est pas en jouant aux cartes ou à la belote que l'on crée un lien. On crée un lien quand on parle de soi, de ce qu'on a traversé, mais aussi de ce qu'on vit dans le présent, d'heureux. Moi, j'ai 3 mots que j'aime beaucoup: heureux, fécond, intéressant. D'accord. Voilà. Si les gens parlent ensemble de ça, eh ben, je vais vous dire, ils retrouvent l'estime d'eux-mêmes. Et vous savez que l'estime de soi, c'est un des ingrédients de la conservation de l'autonomie. Parce qu'on peut perdre son autonomie à la suite d'un accident ou d'une maladie, mais pas seulement. Ça, bien sûr. Mais quand on perd l'estime de soi, on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'intéressant à vivre. Là, c'est là qu'on commence à chuter. C'est la porte ouverte à la perte d'autonomie. Je ne sais plus du tout dans quel livre j'ai lu justement, mais je me demande, c'est vraiment en lien avec ce que vous dites, des temps pour échanger sur ce qui va bien, sur ce qui nous porte, sur ce qui fait du bien. Et nous sommes en train de construire une petite cuisine d'été. Et j'avais vraiment envie de marquer, parce que je me rends compte, parfois nous nous retrouvons, et pourtant entre gens, j'allais dire, bien pensants, sympathiques, et tout d'un coup nous parlons des malheurs du monde. Et ça vient sur la table, et une fois que c'est arrivé, ça gangrène. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien arriver, alors bien sûr, pas à l'imposer, mais proposer ouvertement, pourquoi pas un espace où nous favorisons l'échange de ce qui va bien, de ce qui se passe bien, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous révèle au monde. Mais il faut le poser comme objectif de l'échange. Et c'est ce que je fais, moi, dans le parcours, l'aventure de vieillir. Je dis que ce n'est pas le bureau des plaintes et des lamentations, on peut le faire ailleurs. Il y a d'autres lieux pour ça. Que là, par exemple, 1h30, on va se retrouver, on va parler de ce qu'on vit de spécifique, d'heureux, de fécond, d'intéressant. On va échanger là-dessus. Les gens sont étonnés, jamais on ne leur demande ça. C'est ça. C'est comme si, quand on parle du vieillissement, il fallait parler que de ce qui ne va pas, de ce qui... Et c'est d'autant plus intéressant qu'il peut y avoir d'exister par la plainte.
Et là, il n'y a pas que Oui. le vieillissement, hein. Alors, Il y a tous les âges de la vie. Hein. Et là, justement, la plainte est bannie. Ça ne veut pas dire, et je le dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une reconnaissance de la souffrance des uns et des autres, oui, mais qu'il y a d'autres lieux pour ça, mais que là, on va faire un lieu dans lequel on va échanger sur ce qui va bien. Et que c'est ça qui est intéressant, là, dans cet objectif-là. Voilà. Et ça marche très très bien. Hein. Très très bien. On voit des personnes qui arrivent même avec un poème ou avec pour le lire aux autres, pour échanger. La créativité aussi est tout à fait étonnante. Hein, la créativité des personnes âgées, quand elles ont compris ça, que c'était ça qui allait leur permettre justement de rester radieux, rayonnant, d'apporter quelque chose aux autres. Vous parlez souvent finalement du lien à l'autre. Vous parlez souvent du lien à l'autre, d'être avec l'autre. C'est quelque chose qui s'est ouvert ou qui a toujours été là pour vous? Je pense que ça a toujours été là parce que je suis d'une famille très nombreuse, de 11 enfants, en 2 mariages, j'avais 4 demi-frères, je suis l'aînée de 7. Ma mère mettait au monde un enfant tous les ans, ça veut dire que c'est pas du tout occupé de moi. Et que on était confiés à des nurses. Et puis ensuite, je me suis beaucoup occupée de mes frères et sœurs. Je sais que j'étais... Voilà, je ne sais pas ce que c'était qu'une chambre. J'ai été seule dans une chambre, mais très très tard dans ma vie. Je partageais une chambre avec mes sœurs, ensuite j'étais mariée, ensuite... Bon, donc, voilà, je vais pas... Alors peut-être que c'est pour ça aussi que la solitude ça questionne. est quelque chose que j'ai goûté aussi, parce que au début de ma vie, j'ai pas été très... j'ai pas eu vraiment... si j'avais besoin de solitude, c'était difficile de trouver que ce besoin soit satisfait. Donc effectivement, j'étais l'aînée de 7 enfants dont je me suis beaucoup occupée. Parce que voilà, ma mère était occupée à faire des enfants. Et je pense que c'est... Et puis, ça m'a obligée aussi à organiser des choses. Je sais que je suis assez, je dirais, douée pour organiser. D'ailleurs, j'organise des séminaires philo avec Bertrand depuis presque 20 ans maintenant. Pour un groupe d'amis, j'aime organiser des choses et je pense que la racine est là dans le fait que, étant l'aîné d'une fratrie de 7, vous avez développé des capacités rapidement. On organise beaucoup de jeux, on fait des... Voilà, il faut... C'est des... Ça, bon. Et le lien à l'invisible, du coup j'y pense en repensant aux cailloux dans le jardin, la pierre levée, vous disiez que petite, vous étiez déjà invitée à aller au cimetière comme certains vont dans d'autres endroits avec aisance, avec facilité. Oui. Donc c'est quelque chose qui vous a jamais surpris? Oui, il y a une familiarité avec la mort dès le début. Oui. Oui, parce que ma grand-mère m'emmenait effectivement dans le cimetière de Salles en Beaujolais et que voilà, pendant qu'elle arrosait les géraniums, moi je regardais les tombes, les inscriptions, je voyais qu'on mourait à tout âge, même à 4 ans, à 25 ans. Enfin. Et c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir à ça, au fait que on pouvait mourir jeune, on pouvait... Et sur ce qui... je pense que j'ai pris conscience à la fois de que vivre était si important, hein, que c'était vraiment que vivre était important, et puis peut-être aussi la prise de conscience que ce qui est le plus grave peut-être, c'est pas tellement de mourir, mais c'est la peine qu'on va faire aux autres. Moi je me souviens que c'était ça qui me... Ça vous a... jeune, ça vous a parlé. La peine qu'on va faire aux autres. Ça m'a rendue sensible aussi justement dans les familles, au chagrin des familles, au chagrin de... Oui.
enfin bon, donc j'avais une dizaine d'années quand ma grand-mère m'a emmenée au cimetière. Donc voilà. Je me suis posé la question si moi aussi j'étais pas devenue psychologue et en soins palliatifs, pas des mêmes raisons, mais en tout cas, ma mère m'a appris à faire du vélo au cimetière. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi tu m'emmenais aussi, parce que c'est longtemps après que nous en avons rediscuté, elle me dit, bah écoute, il n'y avait pas de danger, et en plus tu t'arrêtais, tu remettais toutes les fleurs, mais c'était un endroit où je me sentais en sécurité, et donc c'est un endroit où je n'avais pas peur. Et quand des années après, bah, il s'avère que j'allais quand même assez souvent au cimetière, dont au carré des enfants, pour aider les familles dans certains rituels, dans des passages, mais c'était un lieu où je ne me sentais pas en difficulté. Et là je me suis dit, bah, c'est vrai que ça a teinté mon histoire de vie. Oui, c'est vrai. Pour ma mère, un cimetière, bah, c'est un endroit sécure et propre. Oui, et puis on vient honorer ses morts, parler avec eux. Et donc finalement, les morts n'étaient pas vus, en tout cas non, de mon point de vue, comme... Ils étaient intégrés aux vivants. Oui. Absolument. C'est pour ça que ce chapitre aussi, Vivre avec les morts, dans mon livre, est important. Et vous, par rapport à ceux qui sont partis, il y a deux questions qui me viennent. Il y a ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Je me rends compte que c'est extrêmement rare, enfin je me sens concernée complètement aussi, les fois où j'aurais été tentée de ne pas rester dans ce plan-là, de m'imaginer la peine que je pourrais faire aux autres. Je n'avais pas du tout pensé que ça pourrait impacter les autres. Je me disais, je me débarrasse de moi, mais malheureusement, j'avais pas suffisamment le cœur ouvert pour sentir que je pouvais affecter d'autres gens. Donc ça, c'est une première question, parce que je trouve que c'est très important ce que vous abordez. Mais il y a aussi j'allais dire vos chers disparus, vos invisibles. Vous écrivez souvent que vous êtes entouré d'une bande d'invisibles, donc finalement vous n'êtes jamais seul. Non, c'est vrai. En fait, elle veut être seule, mais c'est pas vrai. Elle est entourée d'une bande d'invisibles. Oui, j'appelle ça ma bande d'invisibles. Je les évoque tous les matins. Enfin bon, je me sens effectivement, je sens que je suis encadrée, protégée. Et dedans, c'est peut-être indiscret, mais moi je suis curieuse de nature. C'est des personnes que vous connaissiez, des êtres auxquels vous sentez reliés. Des proches, bien sûr. Moi, j'ai eu un ex-mari qui était d'ailleurs avec qui on a remonté cette ruine ici, qui est très présent ici, qui est le père de mes enfants, dans mes invisibles. Il y a Christiane Singer, qui est une de mes invisibles, parce que Christiane, on était très amis, et qui est morte à 64 ans, alors que elle était jeune. J'en ai presque 80. Et elle m'avait dit avant de mourir, ah, si tu savais comme j'aurais aimé vieillir, pour bercer le monde. Et ça m'étonne pas d'elle comme parole. J'ai sa photo dans ma chambre à Paris. Et c'est vrai que bon, je pense souvent à elle. Je me dis, parce que moi j'ai cette chance de vieillir, qu'elle n'a pas eu, donc elle me guide. Voilà. Je demande souvent d'être guidée, en fait, à mes invisibles. Et puis, bien sûr, il y a aussi les malades que j'ai accompagnés, dont beaucoup, quand même, me disaient d'une façon ou d'une autre, ça revenait toujours à me dire, Marie, quand on sera de l'autre côté, eh bien, on vous aidera. Et c'est vrai que quand je fais une conférence sur la mort, sur ces sujets, quand même, et je pense à quelques personnes et je leur demande de m'aider. Et je reçois de l'aide. Je sais que c'est ce qui est aujourd'hui. Si je fais pendant longtemps, quand je faisais des conférences avec des papiers, j'avais un trame. Maintenant, j'ai pas de papier, j'ai rien. Je parle comme ça. Je me laisse parler, je peux dire ça? Je me laisse parler, oui. Mais je sais que je suis, je sais que je parle, comme je parle de quelque chose que j'ai pas vécu la mort en fait. Je demande vraiment à ceux que j'ai accompagnés qui mettent dans ma bouche les mots qu'il faut pour toucher les gens. Plusieurs fois dans vos livres, il est parlé, mais c'est Michel de Musan aussi qui en parle de cette notion d'accoucher
de mettre au monde, de dénaître, je crois aussi, il y a un moment, Il dit que le travail du trépas, c'est la tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. Ouais. Oui, c'est-à-dire que c'est cette énergie qui arrive et qui est totalement incompréhensible chez des personnes qui sont moribondes, qui Oui. n'ont plus d'énergie du tout, et puis tout d'un coup, il y a une énergie psychique, qui n'est pas physique, qui arrive et qui est au service d'un dernier travail. Alors ça peut être quelque chose qu'on a envie de dire à quelqu'un, ça peut être une réconciliation, enfin, ça peut être... Mais tout d'un coup, il y a ce regain d'énergie que les soignants d'ailleurs appellent le mieux de la fin, parce que la personne va tout d'un coup se redresse. On se dit, mais alors on s'est trompé, peut-être qu'il y a une rémission, mais pas du tout, c'est le signe de la fin. Pas le moment, c'est le moment d'appeler les enfants. C'est ce que nous disions. Ben oui, c'est le moment d'appeler la famille. Donc ça c'est, oui, j'ai beaucoup observé. Tout à fait. Et ça c'est important aussi, parce que c'est tout ce qui n'a pas été possible d'ailleurs pendant le confinement. J'ai écrit l'adieu interdit sur l'horreur que ça a été de ne pas pouvoir dire au revoir à un proche mourant. Là je suis encore en train de traiter des difficultés, ou même je suis obligée de... Parfois, j'utilise aussi parfois les outils de Jodorowsky pour trouver des actes psychomagiques parce que je n'ai pas pu dire au revoir. J'ai pas pu... mon père, enfin, je pense à une dame qui m'a dit, mon père, l'hôpital m'a été fermé, je n'ai pas pu revoir mon père. Et je lui dis, mais c'est extrêmement violent. Il y a 100 000 personnes en France. D'accord, je ne pensais pas qu'il y avait autant. 100 000 personnes qui n'ont pas pu dire au revoir. Donc ça fait 100 000 familles en deuil. Ouais. Et bien sûr, moi, dans mon livre, il y a une lettre aux endeuillés, donc je leur ai dit de construire un rituel, même des mois après, de dire à la personne ce qu'on aurait aimé lui dire, ce qu'on aurait aimé faire, de construire, choisir un moment, un lieu, mettre une photo, une bougie, une fleur, enfin quelque chose qui fasse du sens, donc, et puis de parler à cette personne. Et parce que ces 100 000 personnes se sentent coupables. Tout à fait. Elles sont coupables alors qu'elles n'ont aucune raison d'être coupables. Hein. C'était une décision sanitaire, politique. Et elles se sentent coupables. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, et ça moi parce que j'ai été très, très présente dans ce qui s'est passé après, tout ce qu'on a essayé de rassembler comme expérience, parce qu'il y a des gens qui ont osé taper aux portes, franchir les obstacles, et donc ils se disent, il y en a qui ont osé, moi j'ai pas osé. C'est la peur qui l'a emporté, quoi. Alors que d'autres effectivement ont été, parce que c'était juste une consigne en fait. Donc là, vous renouez avec aussi, je repense à Stéphane Hessel. C'est marrant, il y a des personnes comme ça qui accompagnent, et je pense vraiment à Stéphane Hessel. Il y a une forme de résistance à l'oppression extérieure parfois, qui a un discours dominant. Et j'entends chez vous aussi une envie de... Il y a un alignement, une guidance qui va au-delà du discours dominant. Non, il faut résister, il y a des choses qui ne sont pas acceptables sur le plan humain. Absolument. Mais bon, moi j'ai essayé je me souviens qu'à l'époque j'avais essayé vraiment d'alerter sur le fait qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas imposer. Et j'avais au téléphone des directrices ou directeurs d'EHPAD qui étaient en difficulté, parce qu'ils sentaient bien que ça les mettait eux-mêmes humainement en difficulté, en contradiction avec leurs valeurs. Et au téléphone, je leur disais, mais écoutez, suivez ce que votre cœur vous dit. C'est équiper les gens, mais laisser rentrer les personnes qui veulent absolument rentrer. Alors moi, j'étais vraiment dans la désobéissance civile, disait Paul Ricoeur. Voilà. Mais positivement. Enfin, et je sais que, j'ai eu ensuite... je sais qu'une directrice d'EHPAD m'a remerciée parce qu'elle avait effectivement laissé entrer les personnes et qu'elle
elle savait que humainement, c'est ce qu'elle devait faire. Ah, c'est beau, Éthiquement, elle a écouté son enfin. cœur. Oui. Vous parliez de... Certaines personnes me disent, oui, mais ça sert à rien que j'aille le voir parce que nous ne parlons plus. Et souvent, je leur dis, mais est-ce que vous pouvez toucher votre papa, votre maman, votre oncle, votre enfant? Ben, j'ai du mal, j'ose pas. Parce que le corps peut avoir changé, peut s'être dénutri ou avoir voilà, des difficultés au niveau de la peau. Comment vous pourriez nous parler du toucher? D'être touché, parce que C'est important. vous avez dit laisser rentrer, et j'entends se laisser toucher, mais se laisser toucher à tous les plans. Non, mais bien sûr, le contact tactile est important. Alors moi, j'ai une formation d'aptonomie, la science du contact, et j'ai beaucoup travaillé avec les soignants, mais aussi dans les familles. Je les ai beaucoup invités à me toucher ne serait-ce que 2 mains qui se tiennent, mais aussi, je raconte cette histoire dans, je ne sais plus dans quel livre, quand je suis arrivée un jour dans une chambre, il y avait une jeune femme qui était en train de mourir d'un cancer du foie, qui était agitée, pas souffrante, parce qu'on ne souffrait pas dans le service, mais elle était agitée, la famille autour assez impuissante à calmer cette agitation. Et j'avais lu dans le dossier qu'elle avait une sœur jumelle. Et donc, la sœur jumelle était là, la mère était là, et puis toute la famille était autour du lit. Et ce qui m'a... C'est là où je dis que quelquefois je fais des choses parce que je suis inspirée, parce que je ne pensais pas dire ça en entrant dans la chambre. Je me suis adressée à la sœur jumelle, je lui ai dit, écoutez, vous ne voulez pas monter dans le lit contre votre sœur et la prendre dans vos bras? Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, et je désigne la mère, je dis, vous étiez en cuillère, comme ça, l'une contre l'autre, le dos de l'une contre... Vous étiez dans cette position, c'est une position de sécurité, vous étiez en sécurité. Est-ce que vous ne voulez pas reproduire, monter dans le lit, prendre votre sœur dans cette position? Elle a tout de suite compris. Elle s'est exécutée tout de suite. Elle est montée dans le lit, habillée, hein, et elle s'est allongée contre sa sœur qui était en position un peu fétale, justement. Et puis, elle l'a entourée. Et les souffles se sont synchronisés, se sont apaisés. Hein, et elle était complètement sereine. Et puis, au bout d'un moment, elle s'est relevée, etc. Mais la sœur est restée sereine et elle est morte quelques jours plus tard en restant sereine. C'est-à-dire qu'elle lui a permis de vivre quelque chose qui était un souvenir très ancien, celui de leur vie intra-utérine. Donc le contact, je crois que c'est quand même le premier des sens qui se développe dans l'embryogenèse, le sens du toucher. Donc, et alors, je dis aussi que souvent les aides-soignantes venaient me voir en me disant, Marie, on a donné un bain à Madame Intel et puis on l'a recouchée dans son lit, on lui a fait un doux massage, on l'a bordée, et puis elle est morte une demi-heure plus tard. Elle me dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a fait Mais oui. Je disais, mais pas du tout, au contraire. C'est merveilleux. C'est parce que vous lui avez offert ce contact enveloppant qu'elle a pu lâcher son corps. Voilà. Donc ça, voilà, elles étaient inquiètes de savoir qu'est-ce qui s'était passé pour que cette femme qui n'était pas du tout, je dirais, aux portes de la mort, mais tout d'un coup s'en aille. Ben moi, je crois qu'il faut, pour lâcher son corps, il faut un contact. Un contact évidemment présent, aimant, pas un contact, je dirais, je vois souvent des familles je voyais des familles qui pianotaient sur le bras, comme ça, qui faisaient passer leur angoisse dans le bras. Non, c'est poser une main, et évidemment, si on est soi-même angoissé, c'est difficile d'être dans un contact apaisant. Hein. Ça peut s'apprendre. Mais ça s'apprend. Voilà. Donc, moi, je crois beaucoup, je pense que le contact tactile est très important. Et c'est ce qui a, bien sûr, c'est ce qui a manqué aussi dans cette période. Et
c'est vrai que souvent, on en parlait tout à l'heure, mais souvent, les personnes n'osent pas. Elles n'osent pas parce qu'il y a la peur aussi d'attraper la mort. Hein. Tout à fait. Ce fantasme d'attraper la mort, non. Mm. C'est, mais si on les incite à le faire et qu'on le fait avec elles, c'est-à-dire on touche soi-même aussi, on le fait, et qu'on leur dit, voilà, posez votre main tranquillement là, sur le bras, sur la hanche, enfin ça dépend comment la personne est positionnée évidemment, mais juste ne bougez pas, restez juste là. Voilà. Vous leur donnez une autorisation. Être présente, c'est le plus beau cadeau. La présence. La présence. Une présence qui assume d'être impuissante. De rien pouvoir faire. C'est le plus difficile, hein, parce que souvent, ce qui empêche les gens d'être présents, c'est qu'ils se disent il faut que je puisse faire quelque chose. Il y a une mouche qui depuis tout à l'heure nous tourne autour et je ne peux pas m'empêcher. La mouche, pour moi, c'est un des grands nettoyeurs. Et vous parlez souvent, et ça sera peut-être ma dernière question, mais vous parlez souvent du grand nettoyage, de ce nettoyage qui nous allège, qui nous... Et moi, j'aime beaucoup cette métaphore. Alors, mon mari vous dirait, parce que j'adore faire le ménage, mais c'est vrai que j'aime quand c'est libéré. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce grand ménage, de l'avancée en âge? Qu'est-ce que vous avez nettoyé? Faire du ménage dans sa vie. Alors, je pense que déjà, sur un plan très pratique, je pense que je vois que des personnes qui sont bien en avançant en âge sont souvent des personnes qui s'allègent, hein, qui font du tri dans leurs papiers, dans leurs livres, Alors, j'aime beaucoup ce rituel qui consiste à donner une fois par an un objet qu'on aime à quelqu'un qu'on aime. C'est-à-dire on ne se débarrasse pas, je connaissais pas. On donne quelque chose qu'on aime. C'est un rituel d'allègement qui est assez beau. Je pense qu'il y a aussi le ménage à faire dans ses émotions négatives. Beaucoup de personnes traînent derrière elles des valises. Alors moi je fais faire un travail sur les 3 R. Regret, rancune, remords. Donc on a des valises remplies de regrets, de remords, de rancune. Il faut identifier, est-ce qu'on a quelque chose ou pas? Tout le monde n'a pas quelque chose dans chaque valise. Et si on a quelque chose, de réfléchir à ce qu'on peut faire pour... Alors dans les groupes, je propose aux gens d'identifier ce qu'ils ont. Je ne leur demande jamais ce qu'ils ont parce que c'est trop intime, mais nous échangeons ensemble sur ce que nous connaissons comme truc pour alléger les valises. Donc écrire, je veux dire, comment se mettre en paix avec quelqu'un d'autre, que la personne soit encore de ce monde ou pas. Voilà, tous les trucs que les uns et les autres connaissent avec leur expérience. Moi j'apprends à chaque fois des choses nouvelles aussi. Les gens trouvent comment faire. C'est vrai que d'aller parler à un psychologue, d'écrire, de faire des rituels aussi. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. À partir du moment où je décide finalement de lâcher ces valises des 3 R. C'est-à-dire qu'il faut les vider au maximum. Quelquefois, on ne peut pas tout vider. Vider au maximum. Pour être léger, c'est vrai. Parce que on voit bien que dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, vous avez des personnes très tourmentées et dont le personnel vous dit mais que la personne ne cesse de parler d'un passé lourd, de choses qui ne sont pas réglées, de conflits. Donc comment ces personnes peuvent-elles, je dirais tout simplement, bien vivre leur grande vieillesse? C'est impossible. Donc là, ça serait une hygiène presque au quotidien. Je pense que c'est quelque chose qui... Voilà. Donc j'entends guidance le matin. Je le pense. Guidance le matin, allègement avant le déjeuner. Une sieste, du repos avant, pour bien savourer sa journée. J'entends presque une hygiène dans ce que... Enfin, une hygiène, quelque chose d'une... Oui, bien sûr. Est-ce que ça serait la sagesse? C'est peut-être que le mot sagesse, oui, recouvre tout ça, oui. C'est-à-dire, c'est un mot. Alors, la sagesse, c'est lié à l'expérience aussi. Hein. C'est
pourquoi est-ce qu'on dit que les personnes âgées sont sages? Aussi parce qu'elles ont une expérience de vie et que ce qu'elles peuvent transmettre, justement, c'est que, je trouve, la seule vraie transmission, c'est de pouvoir dire à un jeune, mais écoute, un jeune qui traverse une épreuve, traverse. Et tu vas, en traversant, découvrir en toi des choses que tu ignores. Une personne âgée peut dire ça parce que Elle l'a elles vécu. sont toutes vécues. Tout le monde a vécu des épreuves. Tout le monde a traversé des épreuves. Tout le monde sait qu'en traversant, on découvre des choses en soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut transmettre à un plus jeune. Pas des leçons de vie, parce que c'est ce qu'on me dit dans les personnes, les groupes que j'anime. Les gens me disent, Marie, on peut les leçons de vie, dire à un petit enfant, tu sais, c'est pas bien de faire ci ou ça, non, Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'ils ont leur code, ils sont dans un autre monde. Mais leur dire, quand ils traversent une épreuve, bah, tu vas la traverser. Tu vas la traverser. Et ça, j'entends qu'une intelligence artificielle ne peut pas tout à fait transmettre la même chose. C'est ça que j'entends. Rassurez-moi, Marie de Henzel. Oui, Dites-moi qu'une... Alors là, j'en connais pas assez j'ai besoin d'être rassurée. J'en connais pas assez sur l'intelligence artificielle. Moi, je crois à la transmission de cœur à cœur. Oui. Et puis de dire, moi je crois que ce qu'on peut transmettre, c'est la confiance aussi à se faire à soi et à faire à la vie. Ça. Je me suis beaucoup posé la question quand je regardais les différents livres. Voilà, j'étais pas surprise qu'il y ait un arbre sur se mettre au monde avec une fleur. Et puis quand j'ai pris Vivre avec l'invisible, j'ai été surprise au début jusqu'à avant-hier. Parce que la première fois, je me suis dit, tiens, c'est marrant, elle a choisi une couverture où il y a du gris. Et puis hier, je sais pas moi qui l'ai choisi. Oui, mais mine de rien, je me suis dit ça. Mais je me suis dit que la personne était quand même bien inspirée parce qu'à la fin, je l'ai repris en main, c'était le soir. Et finalement, c'est vous qui apparaissiez finalement en lumière. Et je me suis dit, c'est vrai que l'invisible, j'aurais mis de la lumière autour. Et je me suis dit, ben non, il est super celui qui a décidé ça sûrement. Parce que la lumière, elle est dedans. Et finalement, ce qui ressort, c'est vous. Et je voulais vraiment vous remercier encore parce que vraiment, vous avez, vous êtes, et pas vous avez, vous transmettez. Et il me semble que cette sagesse du vivant, moi je crois à ce vivant-là, qui transmet au vivant, le vivant qui transmet au vivant. Et je nous souhaite de rester vivant le plus longtemps possible, avec cette envie de vivre, vraiment. Et merci pour l'hygiène de vie, vraiment. Ça, je pense que ça, oui, ça peut aider beaucoup de gens. Merci. Merci aussi. Merci de m'avoir donné l'occasion de dire tout ça. À bientôt sur Je suis né 3 fois, osons la guérison.